Ma sœur, directrice de l'agence bancaire, m'a humiliée publiquement parce que je voulais retirer 150 €. Elle a ricané, nous ne servons pas les mendiants ici. Quelques minutes plus tard, j'ai demandé un virement de 4,2 milliards d'euros, et toute l'agence s'est arrêtée de respirer. Je m'appelle Léonie. J'ai 42 ans. Et il y a 2 jours, ma propre sœur, Sabine, directrice d'une agence bancaire, m'a publiquement humiliée parce que j'ai essayé de retirer 150 €. Elle a ricané, assez fort pour que tout le hall l'entende, et m'a dit, nous ne servons pas les mendiants ici. Avant de vous raconter comment j'ai répondu en initiant un transfert d'actifs de 4,2 milliards d'euros qui a gelé tout son système et l'a fait renvoyer sur le champ, faites-moi une faveur. Dites-moi d'où vous m'écoutez dans les commentaires ci-dessous. De quelle ville, de quel pays? Et quelle heure est-il chez vous? Je vais probablement lire vos commentaires toute la nuit. C'est réconfortant, dans des moments comme ceux-ci, de savoir que je ne suis pas seule. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas crié, pourquoi je n'ai pas fait de scène dans cette banque, vous devez comprendre ma famille. Vous devez comprendre ce que c'est que d'être le fantôme à la table du dîner. Pour eux, j'ai toujours été la discrète. L'invisible. Celle qui apportait des cartes d'anniversaire faites à la main au lieu de cadeaux coûteux et brillants. Je me souviens encore de mon 10e anniversaire. J'en ai 42 aujourd'hui, mais la scène est gravée dans ma mémoire comme si c'était hier. J'avais passé un mois entier à construire un petit modèle mécanique. Un phare. Mon grand-père, qui était horloger, m'avait aidé à concevoir un mécanisme simple. Quelques engrenages, un petit moteur à pile. La lumière tournoyait, lente et régulière. Mes petites mains étaient couvertes de colle et de peinture grise. J'étais si fière. J'ai attendu tout le dîner, mon cœur battant la chamade, pour le leur donner. Je l'ai tendu à mes parents, mes yeux brillants. Joyeux anniversaire, de mariage, avais-je murmuré. Mon père, Marcel, y a jeté un œil distrait. Il a tapoté dessus. C'est mignon, Léonie. Très artisanal. Puis il s'est tourné vers mes sœurs, qui gloussaient. Maintenant, Sabine, Justine, qu'est-ce que vous nous avez offert? Sabine, l'aînée de 3 ans, et Justine, de 2 ans ma cadette, ont apporté une grande boîte enveloppée de papier doré. Elles avaient mis en commun leur argent de poche pour acheter un ensemble de verres en cristal. Ma mère, Yvette, a joint les mains avec ravissement. Oh, c'est magnifique! Regarde ça, Marcel. C'est tellement adulte. Tellement présentable. Présentable. C'était le mot préféré de ma mère. Mon petit phare mécanique, dont la lumière tournait encore vaillamment, a été posé sur le rebord de la fenêtre, derrière un rideau. Oublié. Les verres en cristal ont pris la place d'honneur sur le buffet. C'est ce jour-là que j'ai appris ma place. Je n'étais ni l'intelligente, ni la jolie, ni celle qui réussissait. Sabine était l'enfant en or, l'ambitieuse, celle qui avait des « A » partout et qui savait exactement ce qu'elle voulait. Justine était le papillon social, charmante, manipulative, toujours au centre de l'attention, capable de pleurer sur commande pour obtenir ce qu'elle voulait. Et moi? J'étais juste Léonie. Le plat soldé. La pensée après coup, silencieuse et pratique, de la famille. L'observatrice. Cette dynamique n'a pas changé en grandissant. Elle s'est solidifiée, comme du ciment frais autour de mes pieds. Ma famille n'était pas méchante au sens des contes de fées. Ils étaient pires. Ils étaient indifférents. Mon existence n'était validée que par ma capacité à ne pas faire de vagues. Ils étaient obsédés par une seule chose, ce qu'on pense de nous. La réputation de la famille était tout. Le succès de Sabine dans la finance était présentable. Le réseau social de Justine était présentable. Mon existence tranquille, mes livres, mon travail solitaire, ne l'étaient pas. J'étais leur déception silencieuse. La seule personne qui m'ait jamais vraiment vue, c'était mon grand-père. L'horloger. L'homme qui m'avait appris la valeur du silence et des mécanismes cachés. La seule personne qui m'ait jamais vraiment vue, c'était mon grand-père Henri. C'était un homme silencieux, comme moi. Son atelier, à l'arrière de la maison de mes grands-parents à Besançon, était mon sanctuaire. Cet endroit sentait le vieux bois,
l'huile de machine et le métal froid. Le seul son était le tic-tac de centaines d'horloges, de montres et de mécanismes, chacun battant à son propre rythme, une symphonie de précision. Alors que mes parents ne voyaient que le succès, tape à accent grave l'œil de Sabine et la popularité de Justine, grand-père Henri voyait autre chose en moi. Il me voyait assise là, pendant des heures, à simplement regarder. Je regardais les minuscules engrenages s'emboîter, les ressorts se tendre et se détendre. Ne t'en fais pas pour ceux qui ne regardent que le cadran de la montre, Léonie, me disait-il un jour, en polissant un minuscule rubis avec une bruxelle. Ils ne voient que le résultat. Ils ne comprennent pas le travail. Ils ne comprennent pas la valeur des engrenages. La patience. La précision. La façon dont chaque petite pièce, même la plus insignifiante, est essentielle à l'ensemble. C'est là que réside la vraie puissance. Il disait que notre famille était une machine. La plupart des gens ne voient que les aiguilles qui tournent. Toi, Léonie, tu as le don. Tu apprends à voir les mécanismes à l'intérieur. Avant de mourir, il y a 10 ans, il m'a appelé à son chevet. Mes parents, Sabine et Justine étaient dans le couloir, parlant déjà de la succession, à voix basse. Il m'a attrapé la main. Sa peau était comme du papier. Il m'a tendu une petite boîte en bois usé, la même qui avait contenu ses outils les plus précieux. À l'intérieur, il y avait une vieille clé de remontoir en laiton et une note, écrite de sa main élégante et précise. Pour l'observatrice, car son cœur est le compas le plus précis. Utilise-la quand ils oublieront qui tu es. Il m'a aussi laissé quelque chose d'autre. Quelque chose qui a rendu Sabine folle de jalousie, même si elle a fait semblant de trouver cela approprié. Il m'a nommée unique exécutrice de la petite fiducie familiale qu'il avait créée. Ce n'était pas une somme énorme, juste assez pour servir de filet de sécurité pour nous tous, un héritage de son travail acharné. C'était un camouflet subtil pour Sabine, qui travaillait déjà dans la finance. Il avait fait confiance à l'invisible pour gérer l'argent, pas l'experte. La réaction de ma famille a été révélatrice. Oh, c'est parfait, a dit ma mère. Léonie a tellement de temps libre, elle pourra s'occuper de la paperasse. Sabine a simplement souri, un sourire fin comme une lame, et a dit, ne t'inquiète pas, petite sœur. Si tu es perdue, appelle-moi. Je t'expliquerai les termes compliqués. Cette confiance de mon grand-père était un fardeau que je prenais très au sérieux. Je vérifiais les comptes chaque mois, avec la même précision qu'il m'avait enseignée. Et ces derniers temps, en examinant les relevés, j'avais remarqué des choses qui ne collaient pas. Des petits retraits. Des dépenses administratives inhabituelles. Elles étaient toutes initiées par Justine. Elle, qui travaillait maintenant pour une grande organisation caritative régionale, les Cœurs d'Or. Elle justifiait ses dépenses comme des frais de consultation pour son association. J'avais froncé les sourcils. Pourquoi la fiducie familiale paierait-elle des frais de consultation à l'association de Justine? L'argent était censé être un filet de sécurité pour les membres de la famille, pas pour financer les projets de Justine. Une petite boule d'anxiété s'était formée dans mon estomac. J'avais appelé Justine. Elle avait ri, de ce rire charmant qui désarmait tout le monde. Oh, Léo, tu t'inquiètes pour rien. C'est juste de la paperasse compliquée. C'est pour optimiser les impôts de la fiducie. Fais-moi confiance. Je n'aimais pas ça. Mais je l'avais repoussé. C'était Justine. Le papillon social. Bien sûr, elle était égocentrique, mais elle n'était pas une voleuse, n'est-ce pas? On veut toujours croire le meilleur de sa famille. Même quand ils vous ont donné toutes les raisons de ne pas le faire. Le seul avantage d'être invisible pour ma famille, c'est que cela m'a forcé à construire une vie entièrement selon mes propres termes, loin de leur jugement constant. J'avais mon petit appartement à Lille, dans le quartier de Oisem. Il était petit, mais impeccable. Chaque livre sur mes étagères était à sa place. L'ordre. Le contrôle. C'était mon armure. Et j'avais mon travail. Un travail qu'il trouvait ennuyeux et obscur. Je suis traductrice technique. Je traduis des manuels médicaux et des documents d'ingénierie. C'est un travail solitaire. Il exige une précision absolue.
Une seule virgule mal placée dans un manuel de dosage médical peut avoir des conséquences désastreuses. C'est un travail où l'on est payé pour être invisible. Si la traduction est parfaite, personne ne remarque qu'elle a été faite. Il se moquait de mon petit boulot, mais il me convenait parfaitement. Il payait mes factures et me laissait la paix. Et puis, il y avait Madame Faubert. Elle vivait 2 portes plus bas. Une veuve de 80 ans, avec des cheveux blancs comme neige et un rire qui pouvait remplir une pièce. Elle avait des yeux qui se plissaient au coin quand elle souriait. Elle était tout ce que ma mère n'était pas, chaleureuse, authentique et sans jugement. Elle m'avait prise sous son aile quand j'avais emménagé, m'apportant une part de sa tarte au maroilles. Elle m'avait appris à faire le meilleur pot-au-feu de tout le Nord. Elle m'appelait juste pour partager une recette, ou me raconter une histoire drôle sur son défunt mari, qui était marin. Elle était la famille que j'avais choisie. Elle me voyait. Ce mardi matin, le givre recouvrait les fenêtres de mon appartement. Le ciel de l'île était d'un gris lourd et métallique. Mon téléphone a sonné, et j'ai vu Madame Faubert s'afficher. J'ai décroché avec un sourire. Bonjour Madame Faubert, comment va le pot-au-feu aujourd'hui? Mais le rire habituel n'est pas venu. Sa voix était mince, fragile, et pleine d'inquiétude. J'ai entendu le claquement de ses dents. Léonie, ma chérie, je suis tellement désolée de vous déranger à cette heure. Mon sourire s'est effacé. Pas du tout, que se passe-t-il? Vous allez bien? C'est la chaudière, dit-elle, sa voix se brisant presque. Elle est tombée en panne cette nuit. Le technicien vient de partir, mais il dit qu'il ne peut rien faire. L'appartement est glacial, je vois mon souffle, Léonie. Mon sang s'est glacé. Une femme de 80 ans sans chauffage par un temps pareil. Le réparateur est là, continua-t-elle, un jeune homme très gentil d'une autre société, mais, il dit qu'une pièce essentielle est cassée. Le circulateur. Il dit qu'il peut le remplacer immédiatement. D'accord, dis-je, enfilant déjà mon manteau par-dessus mon pyjama. Quel est le problème? Il veut 150 €, dit-elle, et j'ai entendu la honte profonde dans sa voix. En espèces. Pour la pièce. Il dit que c'est la politique de sa société pour les remplacements d'urgence. Il ne prend pas la carte. Elle fit une pause. Et Léonie, je suis tellement gênée, je ne touche ma retraite que la semaine prochaine. Je n'ai pas cette somme en liquide. Je lui ai proposé un chèque, il ne veut pas. La colère m'a envahi. Pas contre elle. Contre le système. Contre le fait qu'une femme digne comme elle doive subir cette humiliation pour rester au chaud. Ne vous inquiétez pas d'une seule chose, Madame Faubert, dis-je, ma voix pleine d'une confiance que je ne ressentais pas totalement. Gardez le réparateur là-bas. Offrez-lui un café. Ne le laissez pas partir. Je vais à la banque et je vous apporte l'argent tout de suite. Je suis là dans 20 minutes. Oh, Léonie, je ne peux pas vous demander ça. C'est trop. Vous ne me le demandez pas, je vous le propose. Mettez une couverture de plus. Je reviens. J'ai raccroché. J'ai attrapé mon sac, mes clés, et j'ai dévalé les escaliers. 150 €. Une somme si dérisoire pour certains, et pourtant si cruciale. La banque la plus proche de mon appartement était la Banque Métropole. Une grande agence d'angle, avec des vitres immenses et des portes en laiton brillant. C'était aussi, par une cruelle ironie du sort, l'agence dont ma sœur Sabine était la directrice. Je n'y allais presque jamais. Je faisais toutes mes opérations en ligne, justement pour éviter de la croiser. Mais aujourd'hui, c'était une urgence. Je n'avais pas le temps d'aller à un distributeur, de faire plusieurs retraits. J'avais besoin de l'argent au guichet, rapidement. Je suis entrée dans le hall en marbre, le cœur battant à cause de ma course dans le froid. L'air était chaud et stérile. Il y avait une petite file d'attente. Et puis je l'ai vue. Elle n'était pas dans son bureau vitré. Elle se tenait près des guichets, observant la salle, les bras croisés. Elle portait un tailleur pantalon gris anthracite qui devait coûter plus cher que mon loyer mensuel. Elle me vit entrer. Et un petit sourire narquois, un sourire que je connaissais par cœur, se dessina sur ses lèvres.
Elle me regardait comme si j'étais un insecte qu'elle venait de trouver sur son sol parfaitement ciré. L'urgence pour Madame Faubert pesait sur moi comme une enclume. J'ai ignoré le regard de Sabine et je me suis mise dans la file d'attente, tapotant du pied, priant pour que cela aille vite. L'odeur dans la banque était un mélange d'argent, de produits de nettoyage au citron et du parfum cher de ma sœur, une sorte de chalimard puissant qui semblait marquer son territoire. Quand mon tour est arrivé, je me suis approchée du guichet, le cœur battant. Une jeune femme, la guichetière, m'a souri. « Bonjour madame, que puis-je » ? « Laissez, Sophie. Je m'en occupe. » La voix de Sabine a coupé la jeune femme au milieu de sa phrase. Elle s'était glissée entre moi et la guichetière, le clic-clac de ses talons sur le marbre annonçant sa présence. « Léonie, dit-elle, sa voix dégoulinant de cette fausse cordialité qu'elle réservait à ses subordonnés et à moi. Quelle surprise! Tu es loin de ton petit bureau. Tu fais quoi ici? Tu ne devrais pas être à la maison, en train de, enfin, peu importe ce que tu fais. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le temps pressait. Madame Faubert avait froid. Bonjour, Sabine. Je suis juste venue retirer 150 €. C'est urgent. Elle a laissé échapper un petit rire. Un son sec, aigu, qui a fait se retourner 2 personnes dans la file d'attente. 150 €, répéta-t-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende. C'était une performance, et le hall de la banque était son public. Seulement? Et tu es sûr d'avoir autant sur ton compte? J'ai vu les relevés de la fiducie, tu sais. Tu n'es pas très doué avec les chiffres, n'est-ce pas? L'air m'a manqué. Elle mélangeait tout. Mon compte personnel et la fiducie. Elle voulait me faire passer pour une idiote incompétente. J'ai senti le rouge me monter au cou. La guichetière, Sophie, avait l'air profondément mal à l'aise, regardant fixement son écran. S'il te plaît, Sabine. Je suis vraiment pressée. C'est pour une urgence. Elle s'est penchée vers moi, mais sa voix portait toujours. C'était ce que j'appelais son chuchotement de théâtre. Franchement, Léonie, dit-elle, son sourire s'élargissant. Nous ne servons pas les mendiants ici. Tu ne peux pas simplement débarquer et exiger de l'argent comme ça. Il y a des procédures. Je ne te demande pas, dis-je, ma voix tremblant de colère contenue. C'est mon compte. C'est mon argent. Je veux faire un retrait. Vraiment? Elle fit un signe dédaigneux à la guichetière. Vérifiez son solde, Sophie. Mais lentement. Puis, se tournant à nouveau vers moi, son parfum m'étouffant, avec tes petits contrats de traduction à droite à gauche, tu dois être à découvert en permanence. Tu devrais peut-être demander un prêt à Justine. Elle est si généreuse avec son association. Je sentais les regards des autres clients sur moi. Un mélange de pitié et de curiosité morbide. L'humiliation était totale, physique. J'avais l'impression que des insectes me grimpaient dessus. Pendant une seconde, j'ai revu la Léonie de 10 ans, tenant son phare mécanique oublié. J'ai revu la jeune femme au dîner de famille, sa voix réduite au silence. Et j'ai ressenti quelque chose basculer en moi. Pas de la colère, pas encore. C'était un épuisement profond, jusqu'à l'os. J'étais tellement fatiguée de ce jeu. Mais je pensais à Madame Faubert, grelottant dans son appartement. Sabine, dis-je, ma voix aussi plate que possible, essayant une dernière fois. J'ai besoin de cet argent. Maintenant. Elle a adoré ça. Elle a savouré ma supplication. Ah, mais tu vois, dit-elle en se redressant, c'est là que ça se complique. Elle s'adressa à la guichetière, qui avait visiblement trouvé mon compte. Ce compte semble suspect. N'est-ce pas, Sophie? Une cliente qui n'utilise jamais l'agence et qui débarque soudainement, l'air paniqué, pour du liquide. C'est louche. Elle me regarda, son sourire triomphant. Procédure de sécurité, ma chère. Ton compte est temporairement verrouillé. Pour des vérifications. C'est la loi, tu comprends. La sécurité avant tout. Mon estomac s'est noué. Verrouillé? Pour combien de temps? Oh, 48 heures. Le temps standard. Elle a tapoté mon épaule avec condescendance.
Tu devrais vraiment passer au virement en ligne, comme tout le monde. C'est plus moderne. 48 heures. Madame Faubert grelottait maintenant. Sabine m'avait coincé. Elle m'avait publiquement humiliée, et maintenant elle m'avait activement empêché d'aider quelqu'un. Elle avait utilisé son pouvoir, le peu de pouvoir qu'elle avait en tant que directrice d'agence, pour me nuire et mettre une femme âgée en danger. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardée, longuement. J'ai absorbé chaque détail de son visage triomphant. Puis, sans un mot, j'ai fait demi-tour et je suis sortie de la banque. La porte siffla en se refermant derrière moi, me laissant dans le froid mordant de l'île. Je sais ce que vous pensez. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait à ce moment précis? Auriez-vous crié? L'auriez-vous giflé? Seriez-vous parti en silence comme moi? Dites-le moi dans les commentaires. À ce moment-là, je pensais que c'était le pire. L'humiliation. La honte. L'impuissance. J'avais tellement tort. Le pire, ce n'était pas ce qu'elle venait de me faire. C'était ce que, à cause d'elle, j'allais faire. Je suis restée sur le trottoir pendant une minute entière, le vent glacial me fouettant le visage. Ma première pensée n'a pas été pour moi. Elle n'a pas été pour Sabine. Elle a été pour Madame Faubert. L'humiliation pouvait attendre. Le froid, lui, n'attendait pas. J'ai couru. J'ai couru les 3 pâtés de maison jusqu'à la boulangerie de quartier, le Fourni d'Or, celle où je prenais mon café chaque matin. Le propriétaire, Mounir Ben Ali, me connaissait bien. J'ai dégluti, ma fierté en miettes, mais ma détermination intacte. J'ai poussé la porte, l'odeur chaude du pain frais me frappant. Mounir, dis-je, essoufflé, interrompant un client. Pardon. Mounir, j'ai besoin d'un service incroyable. J'ai besoin de 150 € en liquide, tout de suite. Ma voisine, Madame Faubert, est en panne de chauffage. Le réparateur est là et ne prend que du liquide. La banque vient de... J'ai un problème avec ma carte. Je n'allais pas lui raconter ma vie. Je vous fais un virement depuis mon téléphone immédiatement. Il n'a pas posé une seule question. Il a vu l'urgence dans mes yeux. Il est allé à sa caisse, a sorti 3 billets de 50 €. Allez-y, Léonie. Occupez-vous de la petite mère. Vous me paierez plus tard. Non, dis-je. Je vous paie maintenant. J'ai fait le virement de 150 € sur le compte de sa boulangerie, devant lui. Merci, Mounir. Vraiment. J'ai couru chez Madame Faubert. J'ai donné l'argent au réparateur, qui avait l'air aussi soulagé que moi. Je n'ai respiré que lorsque j'ai entendu la chaudière se remettre en marche avec un whoosh rassurant, et que j'ai vu la couleur revenir sur les joues de Madame Faubert. Elle a pleuré, m'a serré dans ses bras. Comment je peux vous rembourser, Léonie? En me faisant une part de votre tarte au maroilles la semaine prochaine, lui ai-je dit, essayant de sourire. Ce n'est qu'une fois rentrée chez moi, assise dans le silence de mon petit appartement, que l'humiliation m'a frappée. Et elle a été remplacée par autre chose. Une colère froide. Pure. Précise. Sabine n'avait pas seulement voulu m'embarrasser. Elle avait voulu me blesser. Elle avait joué avec la santé d'une femme âgée pour marquer des points. Je me suis fait une tasse de thé, mais mes mains tremblaient légèrement. Je me suis assise sur mon canapé usé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Une vieille machine, mais dont le disque dur était entièrement crypté. J'ai tapé quelques lignes de commande dans un terminal noir, contournant l'interface utilisateur simple de ma vie de traductrice. L'écran a clignoté. Un tableau de bord propre et minimaliste est apparu. En haut, en lettres blanches sur fond noir, un nom, Projet Phoenix. Et en dessous, un chiffre, 4 210 350 000 €. C'était mon secret. C'était la vie que j'avais construite dans l'ombre, pendant que ma famille se moquait de mes vêtements d'occasion et de mon existence silencieuse. Je vous ai dit que mon grand-père m'avait appris à regarder les engrenages. Et que mon travail consistait à trouver des modèles, des patterns. Après que mon père m'ait dit, il y a des années, que je n'arriverais jamais à rien, j'avais pris le petit héritage personnel de mon grand-père, en dehors de la fiducie,
et j'avais commencé à appliquer mes compétences. Je ne suis pas une génie des maths. Je suis une observatrice. Je ne lisais pas l'avenir. Je lisais le présent que tout le monde ignorait. Je lisais les rapports financiers, les communiqués de presse, les documents techniques, les changements de politique. Je cherchais les anomalies, les petites erreurs système, les informations publiques que les analystes, trop occupés à regarder les grosses aiguilles, ignoraient. J'ai construit un algorithme. Je l'ai appelé MOVE. Modèle d'observation et de valorisation d'écart. Ce n'était pas un outil de prédiction. C'était un outil de réaction. Il réagissait plus vite que n'importe qui à des informations déjà publiques mais négligées. Projet Phoenix était le fonds d'investissement que j'avais construit sur ce silence et cette observation. J'avais été ma propre première cliente. Puis, par le bouche à oreille dans des cercles très fermés, d'autres observateurs m'avaient confié leur argent. Aujourd'hui, c'était un géant silencieux. Personne ne savait que j'étais derrière. Pour le monde, j'étais Léonie, la traductrice discrète de l'île. Un rire amer m'a échappé, résonnant dans la pièce silencieuse. L'ironie était suffocante. Ma propre sœur, qui venait de me refuser 150 € et de verrouiller mon compte, travaillait pour une banque de détail régionale. Et moi, je pouvais acheter sa banque, son immeuble, et toute la rue, 10 fois, sans même m'en apercevoir. Mais ce n'était même pas ça, le plus fou. La colère me donnait une concentration laser. Mon premier réflexe a été simple, je ne voulais plus jamais avoir affaire à la Banque Métropole. Pas même pour mon petit compte courant personnel. Je voulais effacer Sabine et sa banque de ma vie. Je me suis connecté au portail de la société mère, le mastodonte financier mondial qui gérait le projet Phoenix. J'allais simplement transférer mes fonds personnels vers une de leurs banques privées haut de gamme, loin de Sabine, loin de l'île s'il le fallait. J'ai ouvert la liste de leurs partenaires et filiales, cherchant une alternative. C'était une longue liste. Des banques d'investissement à Londres, des fonds de couverture à New York, des banques de détail en Asie. Et puis, je l'ai vu. Un nom, niché dans une longue liste d'acquisitions récentes en Europe. Une petite ligne de texte que j'ai failli manquer, sous la section « Expansion des services de détail, France ». Banque Métropole, France. Mon sang s'est glacé. J'ai cru que je m'étais trompé. Je l'ai relu. 10 fois. Ce n'était pas possible. J'ai cliqué. J'ai suivi la piste des acquisitions. J'ai lu le communiqué de presse interne datant de 3 ans. Le groupe mondial avait racheté un plus petit conglomérat français, qui lui-même possédait plusieurs banques régionales, dont la Banque Métropole. La banque de ma sœur. L'agence où j'avais été humilié. C'était une filiale. Une petite, minuscule partie de l'empire financier qui, sans le savoir, servait mon fonds. Sabine travaillait pour moi. Elle venait d'humilier publiquement, de refuser un service et de verrouiller le compte de la personne qui, indirectement, signait son chèque de paie. Un interrupteur a basculé dans ma tête. Ce n'était plus à propos des 150 €. Ce n'était même plus à propos des 32 années d'humiliation. C'était à propos du système. Le système qu'il vénérait, celui construit sur l'argent et le statut, était le système même qui me donnait maintenant tout le pouvoir. Mais je sais ce que vous pensez, une coïncidence incroyable. Restez avec moi. Car ce qui s'est passé ensuite n'était pas une coïncidence. C'était une certitude. Le nom Banque Métropole continuait de clignoter dans ma tête. Il me rappelait autre chose. La fiducie familiale. Les retraits étranges de Justine. J'avais maintenant un accès administrateur de très haut niveau à l'ensemble du réseau du groupe. Un niveau d'accès que Léonie la traductrice n'aurait jamais dû avoir. J'ai ouvert une autre fenêtre. J'ai utilisé mes privilèges pour faire ce que je n'avais pas pu faire en tant que simple exécutrice de la fiducie, j'ai lancé une vérification croisée. J'ai croisé les relevés de la fiducie familiale de grand-père Henri avec les archives internes de l'agence de la Banque Métropole, agence de Lille, celle dirigée par Sabine. Ce que j'ai trouvé m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. C'était pire que ce que je pensais. Justine ne faisait pas que retirer de l'argent. Elle le volait. Depuis 2 ans, elle créait de fausses factures.
des frais de consultation de son association caritative Les Cœurs d'Or, adressée à la fiducie familiale. Des milliers d'euros chaque mois. C'était un système bien huilé. Et voici le choc final. Chacune de ces transactions frauduleuses, chaque virement suspect qui aurait dû déclencher une alerte de conformité, portait une signature d'approbation numérique. Une dérogation manuelle qui empêchait le système de signaler la fraude. La signature appartenait à la directrice de l'agence. Approuvée manuellement par Sabine Rousseau. Ma gorge s'est serrée. Ce n'était pas juste de la négligence. Ce n'était pas Sabine qui était trop occupée pour voir ce que Justine faisait. C'était une complicité active. Sabine aidait Justine à piller l'héritage de notre grand-père. L'homme qu'elle prétendait admirer. Elle couvrait un vol, tout en m'humiliant publiquement pour 150 € dont j'avais besoin pour aider une femme âgée. La trahison était double. Elle était absolue. Je n'étais plus en colère. J'étais froide. Ce n'était plus une affaire de famille. C'était un nettoyage. Il était 3 heures du matin. Le silence dans mon appartement était absolu. Je n'avais pas dormi. Je n'avais pas bougé de ma chaise. J'avais passé les dernières heures à compiler un dossier. 2 dossiers, pour être précis. Le premier était une analyse froide et clinique des risques. Risque de conformité, culture de gestion toxique, violation flagrante des procédures de service client, et l'incidence spécifique des 150 € comme étude de cas sur la gestion désastreuse des clients à l'agence de Lille. Il était destiné à Monsieur Caron. Le second était une chronologie détaillée, avec preuve à l'appui. Les relevés de la fiducie, les fausses factures de Les Cœurs d'Or, et les captures d'écran des dérogations manuelles signées par Sabine Rousseau. Il était destiné à qui en aurait besoin. J'ai décroché un téléphone sécurisé, celui que j'utilisais pour les affaires du projet Phoenix. Il n'avait pas de nom, juste un numéro. J'ai appelé mon avocat principal à Paris, Maître Dubois. Un homme qui ne me connaissait que sous le nom de Phoenix. Il a décroché à la 2e sonnerie, sa voix parfaitement alerte même au milieu de la nuit. Maître Dubois, c'est Phoenix. J'écoute. Il n'était pas du genre à bavarder. J'ai besoin que vous organisiez une réunion. Pour 9 heures ce matin. À Lille. Un silence. Pas de surprise, juste du calcul. 9 heures, à Lille? C'est dans 6 heures. C'est très serré. Avec qui? Le directeur régional de la Banque Métropole. Celui qui supervise le Nord. Je crois qu'il s'appelle Marc Caron, et qu'il est basé à Lyon. Faites-le venir. C'est une évaluation des risques d'urgence. Non négociable. C'est, très soudain, Phoenix. Quel est le motif? Dites-lui simplement que le projet Phoenix a des inquiétudes majeures concernant l'une de ses filiales et qu'il envisage un retrait total de ses actifs. Il viendra. Nouveau silence, plus long cette fois. J'ai entendu le bruit d'un clavier. Retrait total? Vous parlez des 4,2 milliards? Précisément. Organisez la réunion à l'agence de la Banque Métropole, centre de Lille. L'agence principale. Je veux qu'elle ait lieu là-bas. Entendu. Et, qui sera le représentant du projet? Le représentant du projet Phoenix sera, moi. Je serai présente personnellement. J'ai raccroché. Le cyclone était en mouvement. J'ai pris une douche. L'eau chaude n'a pas réussi à dissiper le froid que je ressentais à l'intérieur. Je me suis habillée. Pas en milliardaire. Pas en femme puissante. J'ai choisi une simple robe en laine bleu marine. Des chaussures plates. Pas de bijoux. Mes cheveux tirés en arrière en une queue de cheval stricte. Je ne voulais pas les impressionner. Je voulais qu'ils se souviennent de la Léonie qu'ils avaient toujours ignorée. Alors que je me regardais dans le miroir, j'ai eu un moment de doute. Une vague de nausée. La voix de ma mère résonnait dans ma tête. Pourquoi faire tant d'histoires, Léonie? Tu vas embarrasser la famille. Tu vas mettre Sabine dans une position difficile. Est-ce que cela faisait de moi quelqu'un comme eux? Vengeresse? Cruelle?
Je me suis approché de ma bibliothèque et j'ai ouvert la petite boîte en bois de mon grand-père. J'ai sorti la note. Le papier était doux et usé. Pour l'observatrice, car son cœur est le compas le plus précis. Mon cœur. Il n'avait pas dit d'utiliser ma colère, ou ma richesse, ou mon intelligence. Il avait dit d'utiliser mon cœur. Et mon cœur savait que ce n'était pas de la vengeance. C'était de la précision. C'était de la justice pour Madame Faubert. C'était de la justice pour l'héritage de mon grand-père. Et c'était, enfin, de la justice pour la petite fille de 10 ans et son phare cassé. Les vrais engrenages n'étaient pas les chiffres sur un compte bancaire. C'était le respect, la dignité, l'intégrité. Et les engrenages de ma famille étaient cassés. Ils étaient rouillés par la cupidité et l'arrogance. Je venais pour les réparer. Ou pour les arrêter définitivement. J'ai glissé la note de mon grand-père dans ma poche. Ma seule armure. J'ai quitté mon appartement et j'ai marché vers la banque. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Quand je suis entré dans la banque Métropole à 8h58, l'atmosphère était complètement différente de la veille. Un homme nerveux, en costume cher mais froissé, se tenait près de la porte. Il transpirait légèrement, malgré le froid du matin. Il regardait sa montre en permanence. C'était Monsieur Caron, le directeur régional. Il avait dû prendre le premier vol depuis Lyon, affrété en urgence. Dès que je suis entré, il s'est précipité vers moi, la main tendue. Il ne savait pas qui j'étais, mais j'étais la seule personne entrant dans la banque à cette heure qui ne ressemblait pas à un client habituel. Mademoiselle Phénix, demanda-t-il, sa voix pleine d'une anxiété mielleuse. J'ai simplement hoché la tête. Monsieur Caron. C'est un honneur absolu. Je suis Marc Caron. Merci, merci infiniment d'être venu. Il parlait vite. Trop vite. Nous sommes bouleversés d'apprendre qu'il y a un souci. Et puis, je l'ai vu. Sabine se tenait près de son bureau vitré. Elle m'a vu. Son expression s'est figée. Un rictus de mépris pur. Elle a commencé à marcher vers moi, d'un pas rapide et agacé. Léonie, je t'ai dit que ton compte était. Elle s'est arrêtée net. Elle venait de voir Monsieur Caron. Son grand patron régional. Elle l'a vu me serrer la main avec déférence, le visage pâle d'anxiété. Elle l'a vu me faire des courbettes. Monsieur Caron? Qu'est-ce que vous faites ici? Le rictus sur le visage de Sabine s'est figé. Il a été remplacé par une confusion totale. Un froncement de sourcils. Caron est devenu encore plus pâle. Sabine. Mademoiselle Phénix est notre cliente. Cliente, répéta Sabine, en me regardant de haut en bas. Elle? S'il vous plaît, Mademoiselle Phénix, par ici, dit Caron, en me faisant un geste ample vers le bureau de Sabine. Nous pouvons parler dans le bureau de la directrice. Non, dis-je calmement. Je préfère que la directrice Rousseau soit présente. Mes inquiétudes la concernent directement. Caron a dégluti, l'air terrifié. Sabine était maintenant livide. Moi? Mais... Nous sommes entrés tous les trois dans son bureau. Le même bureau d'où elle régnait sur son petit royaume la veille. L'odeur de son parfum était omniprésente. Je me suis assise sur la chaise visiteur. Monsieur Caron est resté debout, se tortillant. Sabine s'est assise derrière son bureau, essayant de projeter une autorité qu'elle n'avait plus. Elle croisait et décroisait les doigts. Alors, commença-t-elle, d'une voix faussement assurée. De quoi s'agit-il, Monsieur Caron? Et pourquoi, elle, est-elle ici? Je l'ai laissé parler. J'ai regardé Caron. Le projet Phénix, commençai-je, ma voix calme mais portant dans le silence tendu, a des inquiétudes. Des inquiétudes très graves. Caron sortit un mouchoir et épongea son front. Bien sûr, Mademoiselle Phénix. Tout ce que vous voulez. Comment pouvons-nous aider? Nous allons régler.
Il ne s'agit pas de savoir comment vous pouvez aider, dis-je en le regardant, puis en tournant mon regard glacial vers ma sœur. Il s'agit d'une décision que nous avons déjà prise. Une décision, répéta Caron, sa voix devenant aiguë. En raison disons, de graves préoccupations concernant la culture professionnelle, la gestion de la clientèle et les risques de conformité flagrants au sein de cette agence, le projet Phoenix engage une procédure. Sabine rit. Nerveusement. Des risques de conformité? De quoi parle-t-elle? C'est ma sœur. Elle est, un peu confuse. Je me suis tournée vers elle. Je parle d'un transfert d'actifs hostiles, Sabine. C'est un terme bancaire. Laisse-moi te le simplifier. Je me suis levée, lentement. Cela signifie que mon fonds, le projet Phoenix, déclare publiquement que la Banque Métropole est trop incompétente et trop risquée pour gérer notre argent. Nous retirons donc tous nos actifs. Nous prenons nos 4,2 milliards d'euros, et nous les déplaçons chez un concurrent. Aujourd'hui. Monsieur Caron a cessé de respirer. Il s'est appuyé contre le mur. 4,2 milliards? Mais, c'est la totalité. Mais je regardais Sabine. Les engrenages tournaient dans sa tête. Lentement. Douloureusement. Le nom. Monsieur Phoenix. La somme d'argent impossible. Moi, sa sœur ratée, assise sur cette chaise. Tout s'est écrasé dans son esprit en même temps. Le visage de Sabine est passé par toutes les couleurs. La confusion. Le déni. Puis, la réalisation. Une horreur pure, non diluée. Sa mâchoire s'est décrochée. Ses yeux se sont écarquillés. Elle m'a regardé, non plus comme sa sœur inférieure, mais comme si elle voyait un monstre. Toi, murmura-t-elle, sa voix se brisant. C'est toi? Projet Phoenix, c'est toi? J'ai eu un petit sourire triste. Moi? Mais non, Sabine. Je suis juste Léonie. Celle qui est venue retirer 150 € hier, tu te souviens? La mendiante. C'est à ce moment-là qu'elle s'est brisée. La directrice de banque arrogante. L'enfant en or. Mon bourreau. Elle s'est effondrée. Ses genoux ont littéralement cédé. Elle a glissé de sa chaise de direction. Elle est tombée au sol, en tas. Ce n'était pas élégant. Ce n'était pas présentable. C'était un effondrement total et complet. Non. Non, non, non. Sanglota-t-elle. De vraies larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage parfait. Et puis, elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a commencé à ramper vers moi. Sur les mains et les genoux. Elle s'est agrippée à ma robe. Léonie, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu ne peux pas. Tu vas me ruiner. Tu vas ruiner la réputation de la famille. Qu'est-ce que maman et papa vont dire? J'ai reculé d'un pas, dégoûté. Même maintenant. Même à genoux, dans sa propre humiliation. Il ne s'agissait que d'elle. De son image. De ce que nos parents penseraient. Il n'y avait pas un mot de remords. Pas un « je suis désolé pour ce que j'ai dit hier ». Juste de la peur pure et égoïste. Je n'ai même pas eu besoin de dire un mot. Monsieur Caron, le visage désormais d'un violet de fureur froide, avait compris. Il avait compris que l'humiliation de la veille n'était pas une coïncidence. Il a pointé un doigt tremblant vers le tas sanglotant sur le sol. Vous, cracha-t-il. C'est vous qui avez fait ça. Vous avez insulté l'un de nos clients les plus importants. Vous avez amené ce désastre sur nous. Il a hurlé, sortez. Sortez de ma vue. Vous êtes virés. Sécurité. 2 agents de sécurité sont entrés, l'air gênés, et ont soulevé doucement une Sabine hystérique, qui criait maintenant mon nom, me suppliant. Alors qu'ils l'emmenaient, je me suis approchée. J'ai attendu qu'elle me regarde. J'ai parlé doucement, pour qu'elle seule puisse m'entendre. Ça n'a jamais été à propos de l'argent, Sabine. C'était à propos du respect. Une chose que tu n'as jamais appris à donner. Je l'ai regardé partir. Puis je me suis tournée vers Monsieur Caron, pétrifié,
qui tentait de lisser son costume. Le transfert d'actifs est maintenu, dis-je froidement. Et maintenant, parlons de la raison réelle de notre perte de confiance. J'ai sorti le deuxième dossier de mon sac. Celui sur la fraude de Justine. Je pense que vous voudrez voir ça. Il semble que votre agence ait de sérieux problèmes de contrôle interne. Des problèmes qui dépassent largement une simple impolitesse. Je l'ai posé sur le bureau. Je suis sorti de la banque. La porte a sifflé derrière moi, laissant l'épave de la vie de ma sœur dans mon sillage. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais calme. La première secousse d'un tremblement de terre venait de frapper. Je savais que l'onde de choc principale était encore à venir. Dans ma voiture, mon téléphone a commencé à vibrer. Et il n'a pas arrêté. Un texto de Justine, OMG Léonie, j'ai entendu un truc fou sur Sabine. Elle a été virée. Tu vas bien? On devrait parler. Un appel manqué du mari de Justine. Puis un autre texto, cette fois de ma mère, Yvette. Léonie. Appelle-moi immédiatement. Nous sommes tous très inquiets. Inquiets. Ils n'étaient pas inquiets quand Sabine m'écrasait. Ils n'étaient pas inquiets quand Justine volait l'argent de grand-père. Ils étaient inquiets maintenant que l'équilibre du pouvoir avait changé. J'ai laissé le téléphone vibrer. Mais ils étaient implacables. Finalement, alors que je me garais, il a sonné à nouveau. Maman. Je ne sais pas pourquoi, j'ai répondu. Peut-être qu'une petite partie de moi, la Léonie de 10 ans, espérait une réaction différente. Léonie. Oh, Dieu merci. Sa voix était un torrent de panique. Qu'est-ce que tu as fait? Sabine est en plein désastre. Son mari a appelé. Elle est hystérique. Sa carrière est terminée. Comment peux-tu être si cruelle? Si vengeresse? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu dois arranger ça. Pense à la famille. Pense à la réputation. Pense à la famille. Pas un, Léonie, comment vas-tu? Pas un, je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait traité comme ça. Juste, pense à la réputation. Le dernier fil d'espoir en moi s'est desséché et est mort. Tu as raison, maman, dis-je, ma voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Nous devons parler de la famille. Tous ensemble. Une dernière fois. Oh, oui, oui, dit ma mère, immédiatement soulagée, pensant clairement que j'allais céder, que la petite Léonie docile était de retour. Nous venons chez toi. Nous allons régler ça. Non, la coupe et je. Dimanche soir. Chez moi. Je vous enverrai l'adresse. Mais ton appartement est si. Fais-moi confiance, maman. Je vous enverrai l'adresse. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ce ne pouvait pas être 1000 petites coupures. Il fallait que ce soit une rupture nette. Le dimanche soir, ils sont arrivés. Mon père, Marcel. Ma mère, Yvette. Justine et son mari, Patrice. Sabine n'était pas là. Elle avait refusé de venir. Ou peut-être ne l'avait-il pas invitée, elle n'était plus présentable. Je les ai regardés depuis la fenêtre alors qu'ils se garaient devant l'adresse que j'avais envoyée. Ce n'était pas mon petit appartement de Oisem. C'était une maison. Une belle maison moderne en briques et en verre, nichée dans un quartier boisé et calme de la banlieue de Lille. Une maison que j'avais achetée avec les premiers fruits du projet Phoenix. Une maison dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence. Leur visage, illuminé par les phares de leur voiture, était un mélange de choc et de cupidité nue. Ils ne voyaient pas une maison, ils voyaient de l'argent. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne sonnent. Bienvenue. Ils sont entrés, bouche bée, regardant les hauts plafonds, les œuvres d'art discrètes sur les murs. Léonie, c'est quoi cet endroit, balbutia ma mère. Tu nous as caché ça? Asseyez-vous, dis-je en leur indiquant la grande table à manger. Ils se sont assis, mal à l'aise. Mon père, Marcel, a été le premier à retrouver sa voix bourrue. Bon, Léonie. C'est quoi tout ce cirque? Tu as fait ta démonstration. Tu es riche? On a compris. C'est bien.
Maintenant, tu dois réparer le gâchis que tu as fait avec ta sœur. Justine a enchaîné, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Il a raison, Léo. Nous sommes une famille. Sabine a fait une erreur, elle était stressée. Mais détruire sa vie pour si peu, ce n'est pas bien. On doit se soutenir. Tu dois appeler ce monsieur Caron et arranger les choses. Pendant les 10 minutes suivantes, ils m'ont fait la leçon. Ils m'ont reproché d'être cruelle. D'être secrète. De les embarrasser. Ma mère se tordait les mains en hochant la tête. Pense à la réputation, Léonie. Les gens vont parler. Pas une seule fois ils n'ont reconnu ce que Sabine avait fait. Pas une seule fois ils n'ont demandé comment je me sentais. Je les ai laissés finir. J'ai laissé tout le poison remplir la pièce. Puis, quand ils ont terminé, je me suis levée calmement. Je suis allée chercher le deuxième dossier. Le dossier de Justine. Je l'ai posé au centre de la table. Si tout le monde a fini de parler de la façon dont j'ai ruiné une vie, dis-je, ma voix dangereusement calme. Peut-être pouvons-nous parler de la façon dont Justine a ruiné un héritage. Le visage de Justine est devenu pâle. De quoi tu parles? J'ai ouvert le dossier. Je parle de la fiducie familiale. Celle que grand-père Henri a mise en place pour nous tous. Celle qu'il m'a fait confiance pour gérer. J'ai fait glisser un relevé bancaire vers mon père. Tu vois ce retrait? Et celui-là? Et celui-là? Puis j'ai fait glisser les fausses factures. Et voici les factures de consultation de Les Cœurs d'Or que Justine a soumises pour justifier ses retraits. Pendant 2 ans, elle nous a volés. Elle t'a volé, papa. Elle m'a volé. Elle a volé la mémoire du seul homme de cette famille qui valorisait l'intégrité. Le silence était absolu. Le mari de Justine la regardait avec horreur. Mon père regardait les preuves, son visage devenant cendré. Ma mère regardait Justine, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son ne sorte. Ils étaient enfin forcés de voir que leur autre enfant au nord n'était pas seulement égoïste. C'était une voleuse ordinaire. J'ai regardé leur visage défait. Vous voulez parler de famille, demandai-je, ma voix se brisant sous le poids de toute une vie de douleur. Une famille ne se fait pas ça. Une famille ne mesure pas l'amour en euros ou en promotion. Une famille est présente. Vous n'avez jamais été une famille pour moi. Vous étiez juste les actionnaires de ma misère. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'est plus une famille. C'est une entreprise en faillite. Et je liquide mes parts. Je les ai regardés, un par un. C'est un adieu. Quelques mois ont passé. Le bruit s'est estompé. Sabine travaille dans un petit poste administratif à l'autre bout de la ville. Justine fait face à des poursuites judiciaires de la part de l'association caritative après que je leur ai envoyé le dossier anonymement. Mes parents? Je ne sais pas. Je suis debout, dans un rayon de soleil. L'air sent la terre fraîche et la lavande. Je ne suis pas dans une salle de réunion ou une maison de luxe. Je suis dans la nouvelle aile du jardin communautaire, un projet que j'ai entièrement financé. Il s'appelle le jardin de lecture Henri et Faubert. Madame Faubert est là, assise sur un banc, lisant une histoire à un groupe d'enfants. Elle croise mon regard et m'offre ce sourire chaud qui plisse ses yeux. Ma vraie famille. Je me penche et je prends un petit plan. Alors que je le place dans la terre meuble, je comprends enfin. La transaction la plus importante de ma vie n'a pas été le transfert de 4,2 milliards d'euros. C'était le retrait. Le retrait de mon amour, de ma loyauté et de mon énergie d'un compte toxique qui était en faillite depuis des années. Ce compte est désormais définitivement fermé. Alors que mes doigts pressent la terre autour de la nouvelle plante, je ressens une paix que je n'ai jamais connue. Je ne suis plus la fille invisible ou la sœur ratée. Je suis juste Léonie. Et pour la première fois de ma vie, cela me semble plus que suffisant. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. Cela n'a pas été facile à partager, mais j'ai senti que c'était important. Ma question pour vous est la suivante: avez-vous déjà dû prendre la décision difficile et douloureuse de vous éloigner d'une personne ou d'une situation pour vous sauver? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je les lirai. Et si mon histoire a résonné en vous,
Si elle vous a touché, merci de donner un j'aime à cette vidéo et d'envisager de vous abonner pour en savoir plus. Votre soutien compte énormément. Prenez soin de vous.